Bonjour et bienvenue à Studio Libre en ce jeudi 12 octobre. Aujourd'hui, 2 sujets à l'émission. On va terminer l'émission avec Caroline Saint-Georges et Janie Bouladier pour parler de communication simplifiée. Mais d'abord, un sujet très difficile mais nécessaire d'aborder. Nous parlons de la tragédie qui s'est passée ici sur McLaren-Est avec l'agent relationniste de la police de Gatineau, Patrick Kenny. Agent Patrick Kenny, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Un plaisir partagé. C'est un sujet très sensible, on s'en doutait quand c'est arrivé. Et puis, cette tragédie-là touche beaucoup de monde, de près ou de loin, touche une communauté qui, on le disait, est tissée serrée. Et d'abord, on va rappeler que pour les fins de l'entrevue, on est mercredi le 11 octobre, disons que la diffusion est le jeudi 12, mais bon, pour des informations qui pourraient potentiellement sortir entre on se parle maintenant, on va parler de ce qu'on sait maintenant, mercredi 11 octobre, pour les fins de l'entrevue. Donc, on va rappeler un peu les faits. Qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui ne connaissent pas les faits? Donc, pour rétablir les faits, le matin du 8 octobre, peu avant 3 heures, les policiers ont reçu un appel en lien avec une collision automobile ayant frappé des poteaux d'hydro. Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont constaté l'accident et ont été en mesure également, malheureusement, de constater le décès de 2 des passagers dans le véhicule. À ce moment-là, suite à l'intervention populaire, l'intervention policière et la rencontre de témoins, le conducteur a été appréhendé peu de temps là, sur les lieux de l'accident. Donc, suite à ce moment-là, évidemment, là, il y a un travail d'enquête qui se poursuit. Évidemment. C'est une collision, après coup, on a vu que les pompiers sont intervenus parce que, il y a eu un incendie aussi au niveau du véhicule. Est-ce qu'on peut savoir, j'essaie de figurer parce que, c'est quand même une intersection à 4 coins, de où la voiture provenait? Selon l'enquête, puis selon un des documents que le SPVJ a sorti là, en demandant l'aide du public, le véhicule est en provenance de la rue Georges. Donc, c'est à ce moment-là que les policiers, les enquêteurs ont fait une demande, un appel au public quiconque pourra avoir des images, vidéos ou des témoins oculaires ou même auditifs de ce qui aurait pu se produire puis qui pourrait nous aider à rapiécer un petit peu le fil des événements pour être en mesure d'en tirer une conclusion puis de comprendre exactement ce qui s'est produit. Donc, en provenance de la rue Georges. Vous avez d'ailleurs demandé par 2 reprises des images. Est-ce que ça a porté fruit, justement? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de commerces, donc potentiellement, qu'ils ont des caméras de sécurité qui pourraient, comparativement à un milieu résidentiel où c'est un petit peu plus difficile, là, c'est quand même un milieu commercial. Oui, sans nommer exactement combien nous en avons reçu, puisqu'il y a des gens qui veulent demeurer anonymes dans cette situation-là. Les enquêteurs ont réussi à rencontrer des gens supplémentaires là, qui pourraient être de potentiels témoins dans cette histoire-là. On parle de 2 jeunes. Est-ce que, vu qu'ils sont mineurs, est-ce qu'on peut les nommer ou c'est pas encore autorisé? Nous, au niveau du SPVG, nous n'avons pas nommé personne sauf le conducteur. Et puis, la Cour a ordonné donc une ordonnance de non-publication. Donc, je ne pourrais pas confirmer les noms que vous allez me donner si jamais vous me les donnez. Évidemment, par respect pour les familles, j'ose à peine imaginer la douleur qu'on peut ressentir quand on est parent et qu'on reçoit soit un appel ou une visite des policiers aux petites heures du matin pour nous dire, écoutez, votre enfant est malheureusement décédé. Et le policier non plus, j'imagine que ça ne doit pas être une nouvelle très facile à annoncer. C'est pas les genres de nouvelles que vous voulez annoncer de toute façon, surtout pas à des parents, j'imagine. Non, vous avez tout à fait raison. C'est pas... on a l'image quand on est plus jeune d'un policier qui est un super-héros. Puis quand on pratique le métier, mais il y a tous les à côté. On peut encore vivre le moment héroïque, mettons, de certains moments ou de certaines interventions. Mais non, vous avez tout à fait raison. Là, le fait d'aller annoncer un décès à un proche comme ça, c'est très, très engageant émotionnellement. On sert de soutien pour ces personnes-là, mais en quelque part aussi, il faut que le policier soit soutenu suivant les événements. Au même titre qu'au moment de l'intervention, les policiers sont axés sur la tâche.
Hein, on est axé sur la tâche, on sait ce qu'on a à faire, on reçoit des directives, on a des choses à faire, on est en mission, ça va bien. On roule sur l'adrénaline, on ne voit pas le temps passer. À un moment donné, on commence à décanter. Puis là, c'est quand on commence à décanter que c'est là qu'il y a peut-être des flashbacks, où on commence à repenser qu'est-ce qu'on aurait peut-être dû faire de mieux, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour changer les choses. Puis là, bien ça, vient avec ça souvent l'insomnie. Ça a un effet domino. Au service de police de la ville de Gatineau, on a les pères aidants, on a le privilège d'avoir des collègues qui nous soutiennent, même le personnel administratif puis l'état-major. Donc, on est très, très bien encadré, mais c'est important d'offrir une vigie lorsqu'il y a un événement comme celui-là qui se produit pour être en mesure d'encadrer les policiers. Puis là, je parle de policiers, là, mais il y a les paramédics qui sont intervenus dans cette histoire-là. Il y a les pompiers, il y a les travaux publics, il y a les gens d'Hydro-Québec, il y a un remorqueur qui a dû prendre ce véhicule-là, puis tu sais, là, il y a plein de choses qui se passent dans la tête des gens. Puis dépendamment de l'âge des gens qui sont intervenus, souvent, certains d'eux peuvent avoir des jeunes ados ou des jeunes adultes. Ou pouvaient même les connaître. Pouvaient même les connaître, effectivement. Est-ce que c'est automatique pour un policier quand on sait tel type d'intervention qui peut être plus traumatique que vous êtes obligé? Je sais que dans certains corps policiers, il y en a qui sont obligés au moins d'aller consulter une fois là, pour voir si tout est correct et compagnie. Est-ce que c'est automatique pour ce type d'événement-là? Non. C'est pas quelque chose qui est automatique. C'est fortement recommandé. Puis, j'utilise souvent le mot vigie, là, puis c'est pas parce que je manque de vocabulaire, mais il faut vraiment faire une vigie sur le policier parce qu'à un moment donné, on le remarque. Là. Si ça va pas bien, on le remarque parce que c'est un collègue de travail, c'est une personne avec qui on est habitué de travailler, puis on peut remarquer un changement de comportement. En surveillant, on est capable de faire des approches. On a une équipe de pères aidants également au service de police à Gatineau. Puis, ce sont des collègues qui sont ciblés pour ça, qui sont là pour offrir des ressources, qui sont là pour parler, en fait, pour écouter. Parce que les pères aidants ne sont pas des intervenants, mais ce sont des bonnes oreilles. Puis, ce sont des personnes également qui sont munies de ressources pour pouvoir aider nos collègues. Va recevoir, qui a été arrêté et qui va recevoir probablement des accusations pour, on parlait dans le communiqué, conduite dangereuse causant la mort, entre autres, et qui pourra avoir d'autres accusations qui se joignent à ça. C'est là où je pensais cette semaine, vous savez, on prend des décisions dans notre vie, on en prend à tous les jours, des dizaines et des centaines de décisions. Et puis, il y a une décision, à un moment donné, qui est pas la bonne et qui peut être fatale pour soi ou pour les autres. Et il faut vivre avec ce qu'on appelle souvent, les parents donnent des conséquences à leurs enfants. Ben, la conséquence de ce geste-là, ben, c'est des accusations qui vont peser lourd. Et aussi, j'imagine, une conscience qui va être marquée au fer rouge à vie. Puis les conséquences, on parle d'une tragédie. Ce qui est arrivé, là, c'est tragique. Puis les vraies conséquences, là, c'est qu'il y a un jeune homme qui va devoir vivre avec le résultat de ses décisions. C'en est une conséquence, ça. Oui. En plus des accusations, évidemment. Oui. Quand on fait un post-mortem, plusieurs mois plus tard, j'imagine, de tous ces événements-là, j'imagine que pour les policiers aussi, on en a parlé un peu plus tôt, ça doit quand même raviver certaines peut-être blessures ou des flashbacks de d'autres cas similaires. Comment est-ce justement, les policiers entre eux, parce que, on a l'impression souvent que le policier dit non, je suis correct, je suis tough, je suis capable, je suis capable d'en prendre. Un bon métier de macho. Un bon métier, ouais, un peu. Et puis on se dit, tu sais, la veste nous protège, puis c'est correct. Mais quand on enlève cette veste-là, on est quand même un humain en dessous, là. On n'est pas juste un robot. Vous avez tout à fait raison. Puis oui, puis les post-mortem, comme vous mentionnez, c'est extrêmement important. Puis oui, ça peut raviver d'anciens souvenirs, puis peu plaisants. Les post-mortem sont nécessaires après coup, immédiatement après coup, et quelques semaines peut-être après coup.
Puis après ça, mais comme je vous ai parlé un peu plus tôt, il y a un entourage policier, les confrères de travail, on est tous là pour se soutenir, on fait tous le même boulot. Puis en quelque part, je fais peut-être partie des privilégiés qui n'ont pas eu à répondre à cet appel-là, mais j'ai rencontré les policiers qui ont dû se déplacer sur cet appel-là, par exemple, puis d'aller tâter le pouls, de savoir comment ils vont, puis tout ça. C'est quelque chose qui est quotidien, puis la fraternité policière, là, est indéniable. Oui, parce que c'est un métier qu'on dit qui n'est pas facile. Vous êtes... Je le dis souvent, on n'appelle pas la police quand ça va bien pour leur dire qu'on est heureux, là. On les appelle parce qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas correct ou qui, dans ce cas-ci, est vraiment dramatique. Exactement. Donc, il faut vraiment que vous soyez fort psychologiquement pour ne pas craquer, là, parce qu'on en a vu qui peuvent, on ne le sait pas, c'est pas dit au public, mais il y en a qui justement, après coup après coup, des événements traumatiques comme ça, peuvent carrément craquer, là. Oui, ça fait partie des blessures de travail. Le volet psychologique de tout ça. Puis effectivement, vous avez entièrement raison. À force de se faire marteler, mettons, du négatif, puis des événements tragiques, ça peut avoir des conséquences, mais je me répète, on a vraiment un bon entourage là, au SPVG pour essayer de limiter les dégâts. Une autre histoire maintenant qui implique un véhicule, mais celui-ci était volé. Et vous l'avez retrouvé d'une manière qui est quand même peu orthodoxe. On pourrait penser, à un GPS. Aujourd'hui, les véhicules sont équipés de GPS pour tracer, justement, lors d'un vol. Ou on pourrait penser à un fameux AirTag ou autre bidule de type GPS aussi. Mais là, vous avez retrouvé un véhicule, ici à Buckingham, volé, qui avait été déclaré volé, mais par des transactions de cartes bancaires qui étaient à l'intérieur du véhicule et dont les suspects se sont servis. Vous savez, lorsqu'on demande l'aide du public pour aider les policiers à justement à traduire en justice là, ces gens-là, bien, c'en est un bel exemple, ça. La personne a reçu des notifications à l'effet que sa carte était utilisée de façon frauduleuse. Le fil des événements ne me permet pas de me prononcer sur est-ce qu'il avait déjà déclaré sa carte volée, puis à ce moment-là, lorsqu'il y a eu une transaction, il s'est fait aviser qu'il y avait une transaction à tel endroit. L'histoire ne le dit pas, mais... tout de même, les policiers se sont présentés à l'endroit où la fraude avait été commise, puis avec les éléments d'enquête présents sur les lieux, ils ont été en mesure d'identifier la personne qui utilisait la carte. Puis, en l'identifiant, évidemment, par moyen d'enquête, on est en mesure d'aller peut-être se diriger un petit peu vers son adresse. Puis là, le véhicule volé a été localisé non loin des lieux. Puis après ça, lorsque les policiers procédaient au remorquage du véhicule dans le but de le saisir pour des expertises, les policiers ont reconnu deux des personnes là, qui étaient en possession de la carte volée. Donc, ils ont été appréhendés à ce moment-là. Et est-ce qu'ils étaient connus des milieux policiers? L'histoire ne le dit pas, ça non plus, je ne sais pas. OK. Je me souviens d'un cas aux États-Unis où le FBI avait résolu un meurtre à cause d'une carte de crédit utilisée par le suspect aux États-Unis dans un Walmart. Et ils ont retrouvé une valise. Ils sont allés voir la compagnie de valises. La valise, la compagnie leur a dit, oui, c'est une valise exclusive qu'on vend uniquement chez Walmart. Donc, ils sont retournés chez Walmart. Ils se sont dit, si on a quelque chose. Et le FBI, même l'agent l'a dit, je ne pensais pas que Walmart avait un si bon système. Même le FBI en était jaloux. Et juste avec le code de barre de la valise, on réussi à trouver le suspect, la carte, comment ça avait été acheté et aussi toute la transaction avec le vidéo qui était correspondant à la carte, à la transaction. Et évidemment, quand on achète à 3 heures du matin une valise, des gants et du duct tape, disons que ça mène à quelque chose. Soit un meurtre et mystère. Oui, c'est assez... avec le nom de la personne directement sur la carte de crédit, c'est assez impressionnant. Mais comme quoi, on laisse des traces partout et que ça peut être utile parfois. Merci beaucoup, Patrick Kenny, agent relationniste de la police de Gatineau, de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci à vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de recevoir une communication, que ce soit d'une école, d'un gouvernement ou d'une autre institution, et de vous demander
comment déchiffrer tout ça, parce que soit les termes sont trop techniques ou que c'est un peu vague comme tournure de phrase, eh bien, il y aurait peut-être eu besoin de cette formation offerte par le Centre Alpha Papineau qui s'appelle Communication simplifiée. On va en parler tout d'abord avec Caroline Saint-Georges, qui est agente de développement à la table de l'éducation de l'Outaouais. Et donc, Caroline, merci d'avoir accepté cette entrevue-là et puis de nous parler de cette formation-là. Mais avec toi, on va parler de où c'est venu, l'origine de cette formation-là, pourquoi on la donne. Merci beaucoup, Sylvain, de nous accueillir aujourd'hui. Donc, en fait, l'idée principale de cette formation-là, c'est venu de nos partenaires, donc de la Table Éducation Outaouais. Mais avant de débuter, il faut comprendre qui est la Table Éducation Outaouais. Alors, on est une instance régionale de concertation. Donc, en communication simplifiée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est une organisation qui assure le regroupement de différents partenaires autour de la table. Et ces différents partenaires-là, c'est de différents secteurs. Donc, on parle autant de l'éducation, de la santé, du service social, du municipal, du service éducatif à l'enfance et du communautaire associatif. En assoyant ces gens-là autour de la table, bien, on a des échanges, des discussions autour de la persévérance scolaire et la réussite éducative. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre principal bailleur de fonds, c'est le ministère de l'Éducation. Et nous, notre plan d'action se situe autour du monde scolaire, donc en périphérie. Donc, c'est pour ça que le projet Communication simplifiée s'adresse vraiment autour du monde scolaire et on s'adresse aux organisations qui œuvrent auprès des jeunes et des parents à venir simplifier leur communication pour, se faire mieux comprendre auprès de la population faible lectrice, mais également modifier leur comportement en communication écrite et verbale. Et justement, est-ce qu'il y a un intérêt probant de ces organisations-là à écrire d'une manière plus simple? Tout à fait. Hein? Donc, si on recule d'une couple d'années, surtout avec le COVID-19, il y a eu beaucoup de communication. Les parents étaient vraiment débordés par toutes ces communications-là. Et toute l'information qu'on retrouvait à l'intérieur de ces communications-là, bien, c'était difficile de discerner qu'est-ce qui était essentiel ou non. Est-ce que j'avais un geste à poser, une action à faire, ou bien est-ce que cette communication-là m'était vraiment destinée? Alors, en offrant la formation communication simplifiée, bien, ça permet aux organismes de cibler, bien, quand j'envoie de l'information, c'est quoi les éléments vraiment principaux qu'il faut joindre à cette communication-là? Effectivement, parce que quand on est vraiment dans notre domaine, on comprend tous nos mots parce que c'est évidemment du vocabulaire qu'on utilise à tous les jours. Juste ici, en télé, j'ai du vocabulaire que la plupart du commun des mortels n'entendra jamais parler de sa vie, mais que nous, on utilise. Puis quand on essaie d'expliquer quelque chose, surtout en télé, comment on fait de la production, ben ça peut être compliqué pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça de sa vie. Donc j'imagine que c'était pas mal la même chose dans des domaines qui sont plus techniques. Oui, tout à fait. Hein? Puis on sait qu'un parent qui comprend une communication, qu'elle soit écrite ou verbale, c'est un parent qui va avoir une meilleure facilité à accompagner son jeune dans sa réussite éducative. Effectivement. Et on parle de réussite éducative. C'est un enjeu majeur aujourd'hui. On parle, qu'il y a encore beaucoup de décrochage et compagnie. Est-ce que, justement, les jeunes... Puis avec les évolutions, bien, les jeunes ont des terminologies que les parents n'ont pas parce que même s'ils sont sortis de l'école il y a peut-être une vingtaine d'années, ça a changé bout pour bout là, dans l'éducation. Là. Tout à fait. Hein? Le langage des jeunes n'est pas le langage non plus employé là, par les parents. Donc, c'est important aussi de trouver un pont dans cette communication-là. Toutefois, la formation de communication simplifiée ne s'adresse pas à avoir un langage là, pour les ados. Effectivement. Bien, trouver le bon moyen de parler à ces adultes-là pour comprendre aussi les communications. Surtout avec l'école aujourd'hui, il y en a beaucoup de communications, peut-être plus qu'à une certaine époque. Bon, j'ai quitté le secondaire il y a peut-être 25 ans, mais c'est quand même beaucoup plus... on parle seulement des emails aussi là, que les parents reçoivent. Il faut que les enseignants soient capables de communiquer l'information qui est juste. Oui, tout à fait. Hein? Puis on sait aussi là, que si le parent comprend la communication, bien, le sentiment d'appartenance envers l'école, son service de garde ou bien sa communauté va être encore plus fort. Oui. Et d'ailleurs, on va en parler de cette formation-là plus en détail avec Janie Bouladier, qui est formatrice et intervenante en alphabétisation au Centre Alpha Papineau. Voilà maintenant Janie Bouladier, qui est formatrice et intervenante en alphabétisation populaire au Centre Alpha Papineau. Bonjour Janie. Bonjour. Et donc aujourd'hui, on parle de cette formation-là, communication simplifiée. Mais tout d'abord, on parlait de statistiques hors d'onde et puis c'est vraiment hallucinant.
on a des niveaux de littératie différents. Donc, tu me disais de -1 à 5. Oui, exactement. Et les statistiques sont vraiment, je dirais même alarmantes, là. Ça frappe, hein, quand on apprend ça. En fait, là, actuellement, au Québec, les dernières études ont montré que 53,3 % de la population atteint pas le niveau de littératie nécessaire pour l'obtention d'un diplôme d'études secondaires. Donc, c'est ça, il y a beaucoup de besoins d'adaptation là, auprès de tous. Puis c'est aussi un peu le but de la communication simplifiée, là. Et quand on parle de communication simplifiée, ça va au-delà des communications écrites. Faut apprendre à s'adapter aussi verbalement. Faut apprendre à adapter aussi là, tout ce qu'on peut publier, même sur les réseaux sociaux, les vidéos qu'on veut passer, etc., etc. C'est vraiment, vraiment vaste, là. Et le but, c'est surtout pas de perdre une qualité dans nos textes. Loin de là, le but, c'est vraiment de s'assurer que le message qu'on veut passer, mais que les gens le comprennent et qu'on atteigne le plus de gens possible avec l'information là, qu'on veut diffuser. J'imagine qu'on ne communique peut-être pas de la même manière dans les différents milieux. Si on peut dire un milieu plus éduqué, ben on peut se permettre d'aller un petit peu plus technique et compagnie. Un milieu peut-être moins éduqué. Il faut donc connaître son milieu, à qui on s'adresse finalement, là. Oui, puis c'est toutes des questions auxquelles je réponds justement dans la formation de communication simplifiée. Là, je ne veux pas tout brûler les punchs, là, mais oui, on apprend à s'adapter à tous les niveaux de littératie. Donc, c'est certain que si on travaille avec une clientèle qu'il y a un faible taux de littératie, on n'utilisera pas les mêmes techniques, les mêmes discours qu'avec, mettons, quelqu'un là, qui est en train d'étudier en biochimie moléculaire. C'est sûr qu'il faut s'adapter là, à chaque situation. Ouais. Et justement, qu'est-ce qu'on peut avoir dans cette formation-là? Comment elle se dresse le portrait, sans dévoiler tous les punchs, bien sûr? Bien, en fait, ce qu'on a fait au départ, on a lancé une vague mon Dieu, Caroline, aide-moi. On a fait des sondages. Bon, oui. Merci. Je l'ai juste regardé, le mot m'est apparu. On a fait des sondages à savoir c'était quoi les besoins. Ce qui est ressorti de ça, c'est que les gens avaient besoin d'être mieux outillés, justement, pour reconnaître les niveaux de littératie. Ensuite, il y avait besoin aussi de pratiquer. La formation, je l'ai montée pour que ça soit vraiment dynamique, qu'on puisse essayer toutes les techniques que je montre au cours de la formation. Et ils repartent à la fin aussi avec un coffre à outils, donc un aide-mémoire vraiment basé là, étape par étape sur ce qui a été vu en formation et des petites surprises qui viennent avec. Oui. Ensuite, est-ce qu'ils peuvent vous consulter pour savoir s'ils ont bien, dans une communication future, dire, regarde, vas-y regarder ça, voir si ça marche bien avec ce que tu nous as dit? Oui, effectivement, il va y avoir, dans le fond, une deuxième partie à la formation qui va être plus sous forme de discussion. Les gens qui vont avoir préalablement fait la formation vont avoir la chance de s'inscrire et justement poser des questions, partager sur, moi, dans mon milieu, ça a vraiment bien fonctionné, ça a peut-être un petit peu moins fonctionné, donc de partager nos expériences et justement d'échanger aussi, hey, regardez moi ce que j'ai fait, c'est ce qui est ressorti le plus là, de cette formation, c'est ce que je me souviens le plus et aussi, justement, je vais être là pour répondre aux questions s'il y a besoin. Parce que on offre cette formation-là à plusieurs personnes en même temps. Là, on parle autour de 75 places, 175 places. C'est ça. On espère en fait sensibiliser 175 personnes là, avec cette formation-là. Et 175 personnes, ça déteint, j'imagine, que si une personne suit la formation, elle va dans son organisation en informer d'autres, là. S'il vous plaît, oui. Donc, oui, on invite certainement les participants là, à la formation à répandre la bonne nouvelle et répandre aussi là, les bonnes habitudes là, qui viennent avec l'écriture, la communication simplifiée, là, oui. Juste sur les médias sociaux, on le voit, certaines organisations ont quand même une bonne façon. Parfois, on va y aller avec l'humour. Parfois, on va y aller avec un peu, peut-être, l'autodérision ou quelque chose comme ça. Mais il faut tempérer parce qu'on en a vu qui se sont littéralement, comme on dit dans le domaine, plantés, là.
Oui, c'est quelque chose que j'ai observé aussi. Puis, tu sais, c'est pas parce que, mettons, la communication n'était pas assez simple, peut-être que c'était un petit faux pas, mais je pense que oui, ces personnes-là aussi pourraient bénéficier, là, justement, de cette formation-là, où est-ce qu'on apprend à vraiment utiliser les bonnes informations. Puis si j'ai des questions portant sur OK, mais si je veux rendre mon message comique, comment je fais? Bien, je peux tout vous expliquer ça aussi. On invite aussi les gens pendant la participation à me poser toutes les questions là, qui peuvent répondre à leurs besoins. Là. Et si on veut s'inscrire pour les gens qui peuvent s'inscrire, qui on invite à s'inscrire et où est-ce qu'ils peuvent s'inscrire pour cette formation-là? En fait, c'est des inscriptions en ligne. Donc, s'il y a intérêt, vous pouvez nous écrire à Caroline ou à moi. Donc, j'imagine qu'ils vont avoir accès à nos adresses. Absolument. On va leur donner leurs adresses respectives en bas d'écran. Super. Et on pourra, dans le fond, les guider là, vers le lien pour l'inscription en ligne. Et en fait, on a fait les inscriptions un peu par secteur parce qu'on voulait la chance, justement, de partager l'information à plusieurs groupes à la fois. Donc, tu sais, si on a une personne qui s'inscrit, mais qui sont 15 employés qui voudraient la formation, bien, on préférait y aller un par milieu à la fois, puis que cet employé-là ensuite propage là, les techniques apprises. Là. Et la formation a lieu à quelle date? En fait, c'est plusieurs dates. La première, ça s'en vient, ça va être le 25 octobre prochain. Et il va y avoir ensuite aussi à surveiller, comme je disais, la deuxième... Vague. Vague, oui. Mot touché. Oui, effectivement. Donc, il va y avoir ensuite là, les prochaines inscriptions. Donc, en fait, les personnes qui vont avoir participé à la formation vont automatiquement recevoir le courriel là, pour s'inscrire à la deuxième partie de l'atelier. Bien, merci beaucoup d'avoir été là. Janie Bouladier, qui est aussi sur notre CA. Nouvellement arrivée sur notre CA, formatrice et intervenante en alphabétisation populaire au Centre Alpha Papineau. Merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, bonne formation. Et puis, on souhaite que les gens, justement, aient la formation le plus possible, qu'on répande, justement, cette bonne nouvelle, comme tu l'as appelé. On est dans une église, ça fait du sens. On est concept. Merci. Merci beaucoup d'avoir été là pour l'édition du 12 octobre de Studio Libre. Vous allez pouvoir nous retrouver un peu partout dans la grille et aussi sur notre chaîne YouTube. J'aimerais remercier également mes invités aujourd'hui, Patrick Kenny qui nous a parlé de la tragédie de la rue McLaren-Est et aussi Janie Bouladier et Caroline Saint-Georges qui nous ont parlé de communication simplifiée. Merci à vous et à mardi prochain.